Vous avez entendu la vision d'Air Liquide, d'Airbus, de BNP Paribas et de Carrefour. Eh bien, il est temps d'entendre celle d'Eramet. C'est un groupe minier et métallurgique mondial, un acteur clé de l'extraction et de la valorisation des métaux et de l'élaboration d'alliages à forte valeur ajoutée. Eramet est présent dans 20 pays et emploie plus de 12 000 collaborateurs. On vous propose donc cette conversation entre Christelle Bory, la présidente directrice générale, présidente du comité stratégique de filière mines et métallurgie et aussi membre du COMEX du Conseil national de l'industrie. Elle sera accompagnée de Ludovic Donati, directeur transformation et performance numérique du groupe Eramet, représentant également numérique du comité stratégique de filière mines et métallurgie et vice-président de l'AFNET. Ils seront interrogés par Guillaume Pernoud et Jean-Rémy Gratadour. Leur cas d'application s'intitule l'IA pour optimiser la production d'alliage de manganèse, une application pour optimiser les performances des fours. Aujourd'hui, on va aller en Norvège, dans une usine avec Vinesdal, au milieu des forts norvégiens, où on produit des alliages de silicomanganèse. On a récupéré énormément de données sur nos équipements industriels. Ce sont des fours gigantesques, des équipements industriels très complexes qui ingèrent de grandes quantités de matières premières, de minerais, de coke, d'électricité. Grâce à la donnée qu'on met au cœur de nos procédés industriels, on récupère des milliers de variables qui mesurent des pressions, des températures, des débits d'eau sur ces fours et on essaye d'optimiser en temps réel le processus tout en ayant le niveau de qualité attendu par les clients. The plant has 3 furnaces, 30 megawatts each. Each furnace is 12 meters in diameter and you feed continuously with raw materials, manganese ore, silica and coke. The electrodes melt the ore up to 1600 to 1700 degrees C. And the melted ore will react with the carbon and form silica manganese. And every 2 hours we drill a hole and we tap the metal out of the furnace. The furnaces are the core business of the plant, so if we can improve it, will give a lot of gain and increase the margins. The issue we had in Kvinesdal is to always be able to stabilize furnace. The furnace process is complex and it can be quite hard to understand what are the root causes. We need to deliver on spec to the customer, and it's also about reducing production cost and optimize the process. In 2018, we were convinced that the use of artificial intelligence could improve the process performance. Then we started a study on one furnace and ran a 3 weeks proof of a concept study. In the autumn, a minimum viable product was made, and in 2019 we had our first version ready for furnace 1. In 2019, the data was connected in real time to the algorithms. And thanks to the good results, we deployed the application to Furnace 2 in 2020. In autumn 2021, we started to connect our last furnace to this data science model. Thanks to our knowledge on metallurgy and data science, we succeeded to have an application to monitor and follow up the furnace process in Kvinesdal. And me, as a metallurgist, I use a few minutes in the morning to get an overview on how the process is going. When we have the furnace meeting later in the morning with operators and operational managers, then we get a prediction of the process, if it's good, medium, or not so good. If we have a problem, the model will describe what is causing the problem. In addition, we have a built-in system where we add learnings, so the system recommends actions on what to do to improve process next day. The system is learning by itself by time, including the metallurgist corrections. Thanks to this application, the process is improving step by step. And we have now more stable furnace processes at the Eramet Kvinesdal plant. Every week we have metallurgist meetings to improve recommendations.
Since the model is based on historical data, the model needs to be updated with the latest data about every 3 months. Thanks to this application, we have improved and have a better mutual understanding with operators based on data that was not available before. Data is transforming the way metallurgists are working, taking more data-driven decisions. Laila a dit beaucoup de choses, des choses sur les bonnes pratiques, sur les ressources importantes qu'il faut, sur le fait que c'est un travail d'équipe entre les métiers, de transformation numérique, IT, experts en métallurgie. Ce que Laila n'a pas forcément dit, c'est l'importance des responsables métiers comme elle pour amener ces projets au bout. Il faut être comme Laila, passionné, engagé pendant de nombreuses années pour faire en sorte que ces outils ne soient pas juste des outils technologiques, mais que ce soient des outils qui viennent transformer les manières de travailler. Et pour ça, il faut intégrer ces nouveaux modes de travail dans les rituels, dans les routines quotidiennes des opérateurs et des métallurgistes. Et ça se fait sur la durée, sur le temps long, grâce à des responsables métiers passionnés comme Laila. Bonjour Christelle Bory, bonjour Ludovic Donati, merci de votre présence, merci de nous avoir projetés dans votre industrie et dans votre entreprise à travers ce cas d'usage. Ce que l'on vous propose peut-être avec Jean-Rémy pour démarrer, c'est justement de s'intéresser au domaine d'application de la data dans votre entreprise. Et justement, ce cas d'usage qu'on vient de découvrir, la question que j'aimerais vous poser Christelle, c'est en quoi est-il emblématique de la stratégie data d'Eramet ? Alors, je pense qu'il faut replacer ce cas d'usage dans le contexte plus large de la stratégie effectivement d'Eramet. On a 2 objectifs stratégiques majeurs. Le premier, c'est de contribuer au développement économique de la planète via les infrastructures. Et puis, le deuxième objectif qui monte en puissance énormément, c'est de contribuer à la transition énergétique via le développement des métaux critiques pour cette transition énergétique. Dans les 2 cas, on va avoir besoin de beaucoup de métaux. On en parle de plus en plus en ce moment dans les journaux, mais si on parle des métaux pour la transition énergétique, donc le cuivre, le nickel, le lithium, on estime que dans les 20 prochaines années, on va produire et extraire plus qu'on a extrait depuis le début de l'humanité. Donc on parle de quantités absolument énormes. Et donc l'enjeu pour des gens comme nous, mineurs et métallurgistes, c'est de produire beaucoup plus très rapidement, parce qu'on va en avoir besoin très rapidement, et de produire beaucoup mieux. C'est une utilisation plus frugale de la ressource, que ce soit de la ressource en minerais, en eau, etc. Une utilisation plus frugale de l'énergie. On voit qu'on est sur des procédés extrêmement énergie-intensifs. Et puis, des procédés qui sont globalement plus responsables et assurer cette traçabilité de la responsabilité. Et en fait, la data, elle est au cœur de tout ça, parce que pour être au rendez-vous de ça, eh bien, il faut améliorer nos process techniques et puis il faut avoir une parfaite traçabilité de tout ce qui est fait tout au long de la chaîne de valeur. Et on utilise la data dans tout ça. Alors, ce cas d'usage, c'est vraiment le cœur du process métallurgique. On est au cœur des fours, à 1600 degrés, donc c'est pas facile d'avoir des outils de mesure. Et on voit que là, on a une quantité de data très importante. Les métallurgistes, au début, ne pensaient pas qu'on pouvait modéliser ce qui se passait dans un four. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on arrive à le faire. Et ça sert, alors on parlait de compétitivité, mais la compétitivité, elle est importante justement pour avoir cette utilisation beaucoup plus frugale de la ressource. Parce que quand on déstabilise un four, eh bien, on consomme beaucoup plus d'énergie, on produit moins, on a moins de rendement. Et en fait, à la fin, on a utilisé plus de ressources pour produire la même chose. Merci. Alors, on voit finalement une symétrie entre cette production exponentielle de data et puis la production nécessaire de métaux. On y reviendra un petit peu par la suite. Ludovic Donati, est-ce que vous avez été très souvent distingué pour beaucoup d'applications, beaucoup de cas d'usage? Au-delà de ce que nous venons de voir à travers cette vidéo, quels sont les autres domaines d'application de la data chez Eramet? Effectivement, chez Eramet, on a des gisements de métaux et des gisements de data. Et on a cherché à les exploiter au maximum. D'abord et avant tout sur la production. Comme l'a dit Christelle, il faut qu'on améliore notre productivité en permanence pour fournir la transition énergétique. Et donc pour ça, on s'est axé sur le cœur de notre production. Je parlais des gisements. Vous voyez, les mines, ce sont des grands espaces à ciel ouvert sur lesquels on extrait de la terre qui contiennent les métaux.
Et donc on fait beaucoup de sondages pour savoir exactement ce qu'on a. Et grâce à la data et à une start-up, on a réussi à automatiser ce traitement de la donnée pour être beaucoup plus efficace et avoir cette mise en œuvre 15 fois plus rapidement. On a aussi beaucoup travaillé sur la production, puisqu'une fois qu'on a le minerai, il faut le fondre, comme on l'a vu. Et donc on l'a fait non seulement en Norvège, mais on l'a fait aussi en Nouvelle-Calédonie, où on a tous nos fours qui sont équipés d'algorithmes qui permettent d'aider à la production de ferro-nickel. Et puis on a sur toute la production aussi d'autres exemples, par exemple la maintenance prédictive. On équipe toutes nos usines en maintenance prédictive et donc dans la récupération de toutes les données de maintenance, de fonctionnement de nos équipements pour être plus efficaces et avoir moins de pannes. Je pense aussi à la ligne du Transgabonais, puisqu'on est exploitant du chemin de fer au Gabon, où on a récupéré nombre de données qui sont issues d'une locomotive qui récupère ces données tous les 15 jours. Et on a développé un outil d'intelligence artificielle qui nous permet d'optimiser tous nos plans de maintenance. Donc on s'est beaucoup axé sur la production pour justement fournir cette ambition d'Eramet. Et puis l'ambition aussi d'Eramet, c'est d'être le plus efficace possible en termes de RSE. Je crois que les intervenants précédents en ont aussi parlé, mais la RSE est un axe qui est fort. On veut être une entreprise qui est totalement engagée et contributive envers nos communautés. Et donc ça passe par différentes actions. Je pense au Sénégal, où après l'exploitation de la mine, on a toute la revégétalisation à suivre, et on a développé des algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle qui nous permettent de suivre le reboisement des zones sur lesquelles on est passé, pour que l'impact ait été le plus faible possible. On est aussi en train de travailler sur les données autour de la gestion de l'eau et de tout ce qui est gestion frugale de la ressource. Et puis, je peux aussi vous citer un exemple en termes de sécurité. On équipe tous nos collaborateurs de manière à pouvoir faire des remontées d'incidents sécurité ou de situations potentiellement dangereuses. Et notre ambition est ensuite d'exploiter cette donnée pour faire en sorte que nos salariés puissent travailler dans les meilleures conditions possibles en évitant au maximum les risques d'incidents et d'accidents. Merci beaucoup, c'est très clair. On se familiarise finalement avec votre monde. On en perçoit en tout cas effectivement les gains effectifs de cette data transformation. Peut-être, Christelle Boric, on peut replacer la data transformation dans le mouvement plus global de transformation d'Eramet. Vous avez pris vos fonctions il y a 4-5 ans. Vous avez initié dans cette entreprise un mouvement de transformation dynamique, profond. Comment la data participe à cette transformation plus globale dont vous pouvez peut-être nous dire quelques mots? Où est-ce qu'elle se passe? Où est-ce qu'elle se porte? Alors effectivement, quand j'ai rejoint Eramet, j'ai trouvé une société qui avait un potentiel énorme. On a des mines absolument extraordinaires. On a des vrais savoir-faire métallurgiques. Mais une société qui s'était un peu endormie, qui avait raté un certain nombre de virages stratégiques et qui était assez lente à prendre des décisions. Et le potentiel, et on le voit, on a tout ce qu'il faut pour servir les métaux de la transition énergétique. Donc on est merveilleusement placé en termes de portefeuille au cœur, je dirais, de la solution actuelle sur la transition énergétique. Mais il fallait pour ça réveiller, je dirais, l'entreprise et notamment la rendre beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans sa prise de décision. Et on est dans un monde qui bouge en permanence. Alors le Covid et toutes les tensions que je n'ai pas besoin de rappeler sur les matières premières font qu'on a eu besoin d'être au rendez-vous, même en termes de logistique, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses à transformer. Et en fait, la data et plus largement la transformation numérique est venue soutenir très fortement cette transformation parce qu'on a besoin, comme le disait Ludovic, de prendre des décisions beaucoup plus vite. Je dirais les premiers data scientists, c'est les géologues. Depuis la nuit des temps, les géologues, ils font quoi? Ils font des sondages, ils creusent des trous, puis après ils font des extrapolations pour essayer de savoir ce qu'il y a dans le gisement et comment on va l'optimiser. Eh bien, en fait, on a en permanence des dizaines de milliers, des centaines de milliers de sondages. On exploite de beaucoup de données pour être beaucoup plus rapide sur savoir quelle partie du gisement on va exploiter, comment on va l'exploiter, prendre des décisions rapides et intégrer nos chaînes de valeur. Donc il y a tout un système, on a créé des centres de gestion intégrés que la data nous permet et en permanence, il y a des salles maintenant de contrôle qui voient ce qui se passe à la mine, qui voient ce qui se passe dans la logistique, les trains, les bateaux, la demande finale et qui en permanence optimisent cette chaîne de valeur. Et pour être plus agile, plus réactif et répondre
rapidement et de façon efficace à la promesse de la transition énergétique. On avait besoin de cette transformation de nos organisations et de nos façons de faire, et la data était un accélérateur formidable pour le faire. Il s'est agi donc de finalement révéler le potentiel de cette entreprise et de l'accélérer par les moyens du digital et de la data. Alors, vous avez parlé des géologues. On va peut-être s'intéresser maintenant effectivement à des métiers très spécifiques qui sont les vôtres. Alors oui, parce que vous évoquez le cas de la data pour les métallurgistes, pour les géologues, mais finalement, quel est l'impact de la transformation sur les métiers? Parce que tout ça conduit à une évolution des métiers, et puis plus généralement, un impact sur la culture de l'entreprise. Alors peut-être, Ludovic, tu veux répondre sur les métiers tels que tu le vois? Oui, on voit que ça révolutionne complètement nos métiers et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé des plans aussi de formation de nos géologues ou de nos métallurgistes pour qu'ils puissent s'approprier les concepts de la data. On fait par exemple des cours de code Python régulièrement. On a nos data scientists qui vont sur place au Sénégal, en Nouvelle-Calédonie, qui forment les gens. On a aussi bien sûr un partenariat avec NetExplo sur la data pour les managers, car c'est très important que les managers comprennent l'importance du traitement de la donnée en temps réel pour être plus agile. Et puis, on est en train de certifier certains de nos métiers, comme les géologues ou comme les métallurgistes. Ça devient data métallurgiste ou data géologue, et d'avoir toute cette compétence data science totalement intégrée dans leur métier. Il s'agit de Et on a distribuer, la c'est ça. chance quand même d'avoir une population d'ingénieurs à Ouais. la base, donc qui est plus sensible, je dirais, et plus facilement acclimatable à ce genre de données et donc à l'utilisation de la donnée. Ceci dit, le fait de... c'est un challenge, et vous me parliez de culture, changer de métier, je parlais de ce qu'on appelle les IROC, les centres de pilotage intégrés. Le fait de se dire, en fait, la gestion de la mine, elle va plus se passer uniquement sur le terrain dans la mine, mais dans un centre de pilotage où on va en permanence réguler la mine par rapport à la capacité du train, par rapport à l'embarquement des bateaux et par rapport à la demande du marché. Ça, c'est un changement total de façon de voir. Et honnêtement, on a des barrières culturelles qui sont fortes, qui sont très fortes, et sur lesquelles on travaille. Et on a besoin d'un accompagnement. Et d'ailleurs, Ludovic est non seulement responsable donc, de CDO, mais il a également en charge la transformation des organisations qui vont avec ces changements numériques de la data, parce qu'on s'est aperçu que mettre l'outil, mais ne pas faire à côté l'accompagnement culturel et managérial pour s'approprier les nouvelles façons de travailler, ça crée des freins dans l'efficacité d'utilisation des outils. Oui, c'est une transformation finalement humaine, avec, comme vous le dites, une recentralisation peut-être un petit peu de la prise de décision par rapport à ce qui était très distribué dans les métiers. Il y a une certaine recentralisation, clairement, avec ces outils, et qui permettent d'avoir une vision, d'ailleurs, beaucoup plus globale pour faire des arbitrages. Et donc, ça conduit effectivement à une certaine centralisation, et ça conduit à un plus grand partage de l'information, qui n'était pas naturel. Les commerciaux étaient dans leur domaine de commerciaux. Il y avait les gens qui affrétaient les bateaux, il y avait les gens qui géraient la mine. Et tous ces gens-là, finalement, se parlaient, j'allais dire, mensuellement quasiment. Aujourd'hui, ils se parlent en permanence. Et ça, c'est un très gros changement de façon de gérer. Ça fait écho avec ce qu'on a pu entendre effectivement précédemment, avec cette idée de notamment quelque chose de plus gouverné, des fonctions régaliennes, voilà. On l'a évoqué ce matin. Alors, on voit que effectivement la data est un moteur de la transformation. Alors, j'aimerais élargir un petit peu le spectre et vous poser la question, comment est-ce que vous voyez l'impact de la data en termes de gain de compétitivité pour l'industrie? Alors, pour la vôtre, bien sûr, et puis peut-être plus généralement pour l'industrie Alors, je pense que le gain, et je l'évoquais tout à l'heure, il se situe à deux niveaux. Il se situe effectivement en termes de compétitivité,
Et je pense que c'est une chance en fait pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe, parce que la compétitivité, elle s'est longtemps jouée sur finalement une main-d'œuvre ou des matières premières, enfin des input costs, comme on dit, peu chers. Avec la data, on rebat un peu les cartes et ça redonne une chance, je dirais, à l'Europe et à la France. Et ça, il faut, en termes de réindustrialisation de notre continent, il faut le jouer à fond parce que ça permet effectivement d'optimiser de façon centralisée, comme on dit, d'automatiser beaucoup de choses. On le voit, nous, on n'a pas parlé parce qu'on est très axé la data, mais les drones, on fait, maintenant, on surveille nos mines, on surveille nos gisements, on fait nos relevés topographiques, on fait nos relevés de stock minerais avec des drones. On utilisait de la main-d'œuvre avant pour faire tout ça. Donc, ça rebat les cartes en termes de compétitivité. Donc, je pense que ça redonne une chance aux pays chers, entre guillemets. Donc, il y a des vrais gains. Il y a des gains d'utilisation, et je le disais tout à l'heure, de la ressource. On voit les gains qu'on peut faire en termes de gains énergétiques, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a des gains indirects, mais qui vont devenir de plus en plus directs, qui sont tous les gains environnementaux, sociétaux, et les mesures du climat, CO2. Aujourd'hui, le fait d'économiser du CO2 parce qu'on maîtrise mieux nos process. Quand on maîtrise, on l'a vu tout à l'heure, le process d'un four, eh ben on va dégager en fait moins de CO2. Parce qu'on évite certaines manifestations, je ne vais pas descendre dans le détail du process, mais qui envoient des émissions de CO2 supérieures. Donc on est beaucoup plus efficace au niveau environnemental. Le CO2 aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, ne coûte rien, ça ne va pas durer très longtemps. Il va coûter quelque chose. Donc le fait d'être plus efficace sur l'utilisation de la ressource, sur les émissions de CO2, sur l'impact environnemental, et tout ça on le monitore, comme le disait Ludovic, par aujourd'hui la donnée et l'intégration de ces données dans nos process de décision. Et bien ça va donner un avantage compétitif. Donc non seulement vous me parliez des coûts, des gains en coûts, mais ça donne un avantage en termes de positionnement. Moi, je suis persuadée que demain, des acteurs comme nous, plus responsables, plus verts, toute notre électricité, dans le cas norvégien, c'est de l'électricité hydro-vert. On a la chance d'avoir quasiment toutes nos usines alimentées par de l'énergie décarbonée. Ça, demain, je suis persuadée qu'on vendra plus cher nos produits. Aujourd'hui, on arrive à les placer mieux à prix égal et demain, on aura un premium parce qu'on aura cet avantage. Donc aujourd'hui, ça nous aide à piloter quelque chose qui va devenir un avantage compétitif dans le futur. Merci. Alors j'invite vraiment effectivement à aller regarder ce que vous faites avec les drones. On a eu l'occasion de le découvrir. C'est à la fois passionnant et extrêmement efficace. Il y a des vidéos qui circulent sur le web, donc vraiment à regarder. Ce que l'on comprend finalement, c'est que Eramet est à la fois un acteur de la transition énergétique par votre activité, puisque vous allez participer par vos productions, par l'exploitation de gisements de minerais et la transformation à cette transition énergétique. Et puis vous-même, vous vous transformez en utilisant la data, le digital au service de votre propre RSE. Alors, la RSE, elle est depuis, vous parliez de la transformation d'Eramet lancée il y a 5 ans. Depuis que je suis arrivée, j'ai mis la RSE au centre du modèle. Le pilier central de la vision d'Eramet, c'est d'être une entreprise citoyenne engagée et contributive. Et nous avons, l'année dernière, mis dans nos statuts une raison d'être qui est de devenir la référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Donc on est très axé effectivement mine, métallurgie responsable, parce que je pense que c'est la seule façon aujourd'hui de continuer à faire notre métier dans de bonnes conditions, de répondre à la promesse écologique de la transition énergétique. Ça sert à rien de faire des voitures vertes avec des métaux qui auraient été produits de façon peu responsable. Une démarche globale. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup, enfin la RSE est au centre, donc non seulement l'environnement, comme on a parlé, on a des objectifs d'être positifs en termes de revégétalisation, positifs
positif en termes de biodiversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée plus de biodiversité qu'on en détruit par nos exploitations. Donc et ça se mesure avec des mesures de revégétalisation, ça se mesure par des mesures d'espèces. Avant d'ouvrir un gisement, on met des caméras partout pour tracer où passent les panthères ou les grands singes pour ne pas toucher à leur habitat. Donc on travaille, et la data nous aide beaucoup à faire ça, mais aussi sur l'impact sociétal. On a parlé de l'eau et on a parlé aussi de la façon dont on agit sur les communautés. Tout ça, on l'enregistre. On le trace, et aujourd'hui, on sait que la traçabilité va devenir un élément fondamental des produits qu'on vend. Et derrière, il y a toute une approche que développe Ludovic avec ses équipes, avec de la blockchain pour certifier cette traçabilité, mais qui trace tout ce qui s'est passé sur la consommation d'eau, sur l'environnement, sur les communautés, sur toute la chaîne de valeur de nos métaux, pour répondre à la promesse environnementale. Merci beaucoup. On peut rebondir avec ce qui a été présenté dans l'étude ce matin. Vous nous rappelez votre raison d'être et le fait effectivement que cette data transformation est de plus en plus au service des objectifs stratégiques des entreprises. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Merci. Merci beaucoup.